BFM Business partenaire. BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business. Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. Alors vous avez pris l'habitude, on vous promène à travers le monde dans les coulisses des entreprises. On a avec les experts du BCG, on a parlé de l'Asie, on a parlé de l'Afrique. Et puis là, on voulait s'intéresser aussi à des territoires que vous connaissez certainement, peut-être pour y travailler, peut-être pour y être allé en vacances, ou parfois, voilà, parce que l'actualité en fait qu'on en parle un peu plus. Ce sont les territoires d'outre-mer. On va en parler avec nos deux experts du jour, évidemment Xavier Fontanier. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien président d'Essilor et puis depuis quelques années, oui, prof HEC, les ponts. Oui, les mines, voilà, pour apporter votre expérience, votre expertise en tant que chef d'entreprise et voilà, leur expliquer un peu les coulisses de cette entreprise. Et puis aujourd'hui avec nous, Daniel Hierceau. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Outre-mer Network, voilà, je cherchais, Outre-mer, des réseaux Outre-mer Network. Et puis vous êtes aussi directeur associé de Tremplin Capital, hein, qui accompagne des entrepreneurs originaires des Outre-mer ou des quartiers prioritaires qui veulent changer, justement, qui se disent, tiens, il y a peut-être une opportunité pour moi. Et vous êtes là pour leur ouvrir la porte et leur dire, mais oui, bien sûr, il faut venir. Alors on connaît, on a souvent ici Moussa Camara qui vient des déterminés, mais vous, c'est bien antérieur. Ça fait une vingtaine d'années, voire un peu plus, que vous travaillez sur ce sujet-là. Déjà, vous, quand vous êtes arrivé sur le plateau, je suis passé de videur à entrepreneur. C'est ça, oui, pour dire, voilà, le raccourci un peu... Exactement, pour faire du marketing sur le parcours de centaines ou de milliers d'anciens jeunes comme moi qui sont sortis des quartiers par la dynamique économique. Alors aujourd'hui, c'est une évidence, tout le monde veut devenir entrepreneur. À notre époque, il y avait quand même la culture de l'excuse qui était partout. Et on était une culture minorité. Culture d'excuse, c'est quoi? C'est de dire, oui, mais c'est compliqué, j'ai pas les relations. Pour les personnes, voilà, j'ai pas l'argent, j'ai pas... des QPV, les gens se rappellent les Minguettes et autres. Donc on est issus de cette histoire-là. Et il y avait une minorité qui quand même comprenait, ne serait-ce que pour rendre hommage à l'histoire de nos parents, et qui comprenait que c'est par la dynamique économique qu'on allait s'en sortir, et pas du tout par l'assistanat. Et donc ça a été les premiers à créer nos boîtes, à essayer d'aller trouver des clients. Moi, ma culture client, je vous l'ai dit, vous l'avez dit vous-même, à 17 ans, j'étais à la porte des boîtes de nuit. J'ai monté des boîtes où j'avais tout de suite accès à ce qu'on appelle le service client. Physique, ouais. Ma seule carte de visite, j'ai pas fait de grandes écoles, c'était comment rendre mon client satisfait, comment peut-il me recommander à d'autres clients. Et voilà, donc mes premiers parents en affaires, ça a été des grands capitaines d'industrie comme Monsieur Dupont de Bata France. Et cette qualité d'écoute, cette qualité de débrouillardise et la satisfaction client au cœur de toutes nos actions, finalement, on était déjà des entrepreneurs sans le savoir. Et alors comment vous êtes arrivé dans cet univers de la tech, là, aujourd'hui, à la tête du réseau Outre-mer Network? C'est parce que j'étais videur, figurez-vous. Donc, quand vous n'avez pas d'argent, pas fait d'école de commerce, par contre, vous avez un peu de sous. Donc, je m'amusais, il y a 20 ans, à faire déjà du service contre equity. Donc, j'investissais chez des copains qui, eux, avaient fait des grandes études. Eux montaient beaucoup de boîtes, étaient des gens très intelligents, et donc j'avais déjà mis des billes dans certaines entreprises sympathiques. Et en 2009, quand on a monté Outre-mer Network, on a fait un pari dans les Outre-mer de se dire, c'est peut-être par l'innovation qu'on va réussir à créer de la valeur ajoutée, qu'on va réussir à faire revenir une génération performante parce qu'elle l'est au pays, ça c'est très important, et tout simplement parce qu'on a ouvert les yeux, on s'est dit, mais... c'est quand même pas normal qu'on ne se rende pas compte en France. Tout le monde est sur l'or bleu aujourd'hui. Je rappelle que l'outre-mer, c'est la deuxième puissance maritime mondiale. Tout le monde parle aujourd'hui de biodiversité. La biodiversité, elle est chez nous, 87% de la biodiversité. C'est-à-dire que la France est assise sur une mine d'or, une mine de diamants tous les jours, et elle n'en fait pas grand-chose. Et on s'est dit, tiens, c'est un avantage concurrentiel qu'il faut peut-être aller creuser. Alors, on va revenir là-dessus, parce que Xavier, il y a eu la rencontre entre vous deux, entre Daniel Hierceau et vous, Xavier Fontanier. C'était les jeudis de la stratégie, hein, un peu l'ancêtre de notre... on a rencontré comment par hasard Daniel et Yacine, qui un jour m'ont proposé, on s'était rencontrés dans une soirée, de venir plancher dans le club. Alors moi, je ne les connaissais pas du tout, mais j'avais regardé les gens avec eux, je les ai trouvés super sympas. Donc, on a dit OK. Et donc, je me suis retrouvé devant
25 entrepreneurs dans un très bel endroit. D'ailleurs, c'était un garage, mais il y avait un traiteur. Et on a passé une soirée absolument extraordinaire à discuter. Puis après, ils m'ont dit, écoutez Xavier, c'est difficile pour nous de voir des gens de vous, de votre niveau. Et j'ai dit, mais écoutez, on peut en voir d'autres. Il dit, qui c'était? Alors ils ont dit, on rêverait de voir Marc Gribou. Franck Gribou. Oui, c'est ça, Franck Gribou. J'appelle Franck, qui dit tout de suite. Et donc, c'est là, finalement, et ils ont vu la facilité de contact avec nous. Et donc, on a eu l'idée de lancer, c'est Jeudi de la stratégie. Expliquez ce que c'était, Daniel, et Jeudi. Oui, c'était assez exceptionnel. C'était pour tous les gens comme nous qui n'ont pas fait d'école de commerce. C'était comment travailler sur des marchés concurrentiels, conquérir des parts de marché relatives. On n'avait pas accès à ce sujet-là. Et on a mis en place, grâce à M. Fontanet et la Fondation HEC, des modules de formation qui ont permis à des petites boîtes qui sont en secteur concurrentiel extrêmement compliqué d'arriver à survivre, première chose. Oui. Et ensuite, grâce aux Outre-mer, donc je rends hommage à José-Jacques Gustave qui a permis de passer tout ce sujet-là en visioconférence, il y a très très longtemps, et ça nous a permis de toucher l'intégralité des Outre-mer. Donc avant, les jeudis de la stratégie passaient même au JT dans les Outre-mer, et c'est devenu une marque de fabrique qui a permis à pas mal de boîtes de grossir, et puis pour certaines de devenir successful, et on a 6 exits d'ailleurs sur notre historique aujourd'hui, et donc des entrepreneurs qui aujourd'hui sont devenus eux-mêmes des investisseurs, donc ont démontré par eux-mêmes qu'il y avait non seulement un sujet de formation, et qui avait aussi un sujet de croissance pour les boîtes. Donc croissance au sein, je vois, il y a quelques projets RARO, c'est la conception d'outils, enfin c'est autour de l'air conditionné, de la climatisation, ça c'est à Tahiti. Le but c'est à la fois de développer en local, là on parle de Tahiti, donc on imagine dans toute cette région-là, dans tous ces territoires, mais après c'est de regarder, finalement Tahiti c'est peut-être loin de la France, alors pourquoi pas faire des liens, enfin de la métropole, faire des liens avec la métropole, mais Tahiti, c'est proche d'autres continents. Il faut mettre les slides, peut-être. Ils mettent les slides. Ils vont mettre les slides. Et donc, c'est là où on voit la force de Tahiti, qui est plus proche de certains territoires, d'aller aussi adresser ces territoires. Tout à fait. Par exemple, quand vous n'êtes pas leader sur un sujet, donc ça a été la force des jeudis de la stratégie, comment, même si vous êtes petit suiveur, en vous adossant peut-être à un très gros, vous pouvez continuer à conquérir des parts de marché. Vous avez parlé des RARO. Le leader mondial sur le SWAC, aujourd'hui, on peut dire que c'est Veolia, mais le leader de la conception des SWAC avec une haute rentabilité, donc Seawater Air Conditioning, donc la climatisation par l'eau de mer, aujourd'hui, c'est RARO qui ont équipé Beachcomber, donc les premiers hôtels à Bora Bora, etc., l'hôpital de Papeete. Aujourd'hui, leur expertise est reconnue dans le monde entier. Ce n'est pas un grand groupe français qui est venu les voir. Qui est venu les voir ? Le leader de la DCRO, le leader mondial de la DCRO, qui est un groupe norvégien, qui est venu les voir en leur disant « Vous avez une technique que vous avez amortie et éprouvée à Tahiti. Si on s'associe ensemble, on est le leader sur l'osmose, les osmoseurs, la production d'osmoseurs en eau profonde, DCRO. On va faire un tabac. » Ils se sont associés. Ils vont être le leader mondial aujourd'hui sur les osmoseurs en eau profonde. Et là, on part d'une problématique d'une petite TPE locale à Tahiti, qui aujourd'hui est sur des marchés à l'international. La Banque mondiale les accompagne et a décidé d'implanter cette technologie dans la Caraïbe, en Jamaïque, en Afrique de l'Ouest. Et vous voyez qu'on part d'un sujet avec une profondeur de marché, s'ils étaient restés en Polynésie, assez faible. On est sur une profondeur de marché qui, en 2030, va être estimée à 85 milliards de dollars. Allez-y, pardon, je vous ai interrompu. Non, et donc, le sujet, c'est comment nous, on détecte une toute petite boîte qui, aujourd'hui, fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, en se disant, écoutez, c'est très simple, cette boîte-là, en 5 ans et en 10 ans, elle va être sur son 70 millions d'euros de CA très tranquillement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, vous parlez des osmoseurs. Voilà, on est dans une technologie quand même assez pointue, de technologie d'innovation, mais qu'on sort un peu des domaines, des secteurs économiques dans lesquels on a l'habitude de mettre les territoires d'outre-mer. Alors, la pêche, le tourisme, et puis voilà. Et vous sortez ça. On parle halieutique, on parle agriculture. Alors, on parle pêche, bien entendu, on parle élevage, on parle énergie. Ça a été, je vous dis, c'est l'application. J'invite tous les gens à acheter le livre des jeudis de la stratégie, très important. Ça a été l'application du cours.
très simplement, c'est du contre-pied. C'est comment on fait de nos forces une faiblesse. Notre grand avantage, peut-être, je dis ça avec beaucoup de malice, ça a été de faire face à une économie de comptoir, orientée sur de l'importation 100%. C'est vrai que c'est très problématique. On a vu les causes de la vie chère. Ben nous, on a décidé d'en faire un contre-pied pour dire comment on peut créer de la valeur ajoutée sur d'autres entités qui créent de la valeur par l'innovation et se dire, mais on est à côté des marchés les plus dynamiques aujourd'hui. Oui, voilà. On va y arriver. Ça va être très compliqué parce que les fonds d'investissement aujourd'hui, en dehors de Paris, c'est compliqué, mais on sort de la culture de l'excuse. L'éloignement n'est pas une raison. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi en stratégie ensemble parce qu'on a eu le cours. Puis après, on se réunissait régulièrement. On a envoyé des gens stagiaires HSC. On a fait des tas de... Même le BCG a fourni des consultants. Et en fait, le truc le plus passionnant que j'ai eu, c'est qu'on a complètement revu la carte. C'est qu'en général, quand on parle Guadeloupe, Martinique, Antilles, c'est des relations entre la France et... et la Guadeloupe. Alors que là, surpris qu'il n'y ait pas plus de relations, par exemple, Martinique-Guadeloupe, enfin tout cet arc-là, oui, mais alors, davantage avec les États-Unis. États-Unis, alors exactement ça. Après, on s'est rendu compte que c'est près du Brésil. Puis quand vous regardez les îles du Pacifique, on est en face du Japon. Ils sont capables de vendre des produits au Japon parce qu'ils ont... Vous comprenez ? Et alors en fait, dès qu'on commence à faire la grande stratégie, on s'est rendu compte que toutes ces îles d'outre-mer, en fait, c'est en contact avec le monde entier. C'est en contact avec l'Amérique, c'est en contact avec la Chine, avec le Vietnam, avec le Brésil. Et ça, c'est le changement stratégique phénoménal. Et donc, et les R&D, vous avez eu beaucoup de contacts de très high-tech qui sont venus de ces pays. Oui. Donc, on revisite complètement la vision des Outre-mer Network avec ça. Et Daniel a été évidemment le grand promoteur de tout ça. Et alors, parlez-nous, parce qu'on a 2-3 projets dont vous pouvez nous parler. C'est un domaine qui s'appelle vanille volcanique. Alors là, c'est un domaine très intéressant parce qu'on n'est absolument pas dans la tech au premier abord. On est vraiment sur un sujet très, très, très connu. C'est la ferme du Bec et Loin façon Martinique. Mais si je vous dis quel est le point commun entre Mauro Alegreco, l'un des plus grands restaurateurs du monde, Kamala Harris et des délégations japonaises et américaines et l'UNESCO. D'ailleurs, c'est compliqué. Oui. Ça s'appelle Vanille Volcanique, une fratrie producteurs agricoles sur la 4e génération. Et ces gens-là ont vendu depuis leur terroir en Martinique sur la montagne Pelée. On participait d'ailleurs à la reconnaissance mondiale de l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce petit bout de terrain, de la fourche à la fourchette, ça c'est leur slogan. Ils ont arrivé à marketer de manière exceptionnelle avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la nouvelle génération d'agriculteurs qui a compris qu'il fallait s'emparer des codes de la communication des réseaux sociaux pour faire que l'agriculture soit rendue super sexy, que le manger local soit devenu super sexy. Il y a des restaurateurs qui viennent du monde entier sur ce petit bout d'île qui s'appelle la Martinique, à la montagne Pelée, sur la montagne Pelée, pour se former. Mauro Alegreco, vous pouvez aller voir son restaurant très, très connu à Menton, mais il a mis son jardin. Et une partie de ce jardin, c'est un jardin créole. Il est venu se former là. L'un des chefs de Kamala Harris est venu se former là. Pendant la crise automobile de Détroit, il y a des délégations entières de jeunes qui sont venus se former en Martinique. Et pourquoi les Japonais ? Vous allez me dire, on parlait du Japon. Ah oui. Le Japon, on partage cette culture, mais on l'appelle chez nous complètement différemment, de l'ikigai. Et cette vision de la fourche à la fourchette, de l'agroécologie mais poussée à son paroxysme, ont fait que tout de suite, il y a eu un fort intérêt. Vanille volcanique, c'est la vision du maraîchage classique et ensuite de la segmentation de marché en se disant on va faire de la vanille mais à très haute gamme, très haute valeur ajoutée pour des chefs qui eux aussi sont sur cet ikigai-là. Et en fait, ce qui se passe parfois dans le café aussi, c'est ce qu'on voit dans le café, dans exactement. Domaine, hein. Beaucoup de pays font beaucoup de café, mais il y a certains, les grands, ou dans le chocolat, pour le cacao, ils veulent être dans un endroit très précis. Exactement, ou le business model de la plantation en Asie avec le poivre, c'est exactement le même business model. Ils sont allés sur une vanille particulière avec ce sol volcanique tout à fait exceptionnel qu'on a en Martinique. Et aujourd'hui, vous avez des chefs du monde entier qui viennent non seulement acheter des produits, mais eux, leur deuxième ligne de business model, c'est qu'ils font du conseil as a service. Et là, vous voyez que vous n'achetez pas une vanille, vous achetez tout un concept, une manière de vivre. Et finalement, sur un des hotspots du monde, qui est la Martinique, puisqu'on a les populations les plus vieilles aujourd'hui. On a beaucoup plus de centenaires que partout au monde, avec le Japon, effectivement. Il y a une interrogation sur comment l'alimentation peut être importante dans notre mode de vie. Vous voyez comment on relie la tradition, la tech
qui n'en est pas vraiment, mais les réseaux sociaux, et comment on arrive aujourd'hui à un produit très local et qui touche des millions de consommateurs avec des chefs qui viennent du monde entier. On est passé de Tahiti à la Martinique, à la Guyane aussi, qui est dans les biostimulants. Oui, alors ça, c'est extraordinaire. C'est Solicase. Solicase, c'est vraiment extraordinaire. Elodie Bronstein, une chercheuse absolument fantastique. Tout le monde se pose la question aujourd'hui de la reforestation et des problèmes que pose l'orpaillage clandestin. D'ailleurs, le groupe Kering s'y est beaucoup intéressé, eux qui cherchaient des réponses concrètes. Ils sont très en amont dans leur stratégie RSE sur leurs produits. Voilà, l'origine de... C'est formidable d'avoir ces bijoux en or, mais quel est l'impact de la production de l'or ou de l'orpaillage et même des mines légales une fois que l'extraction s'est faite? Et Solicase a travaillé sur cette régénération des sols, sur ces principes actifs liés aux champignons, mais également à des nouvelles technologies de développement racinaire pour optimiser les pousses racinaires de 30% sur tout type de sol. Alors, si vous savez faire ça, il y a beaucoup de boîtes qui en font, tout le monde connaît Sybium ici, mais quand vous le faites en Guyane, sur des sols où il y a des métaux lourds comme l'arsenic et tous les métaux qui ont été mis en place dans l'orpaillage illégal, vous vous rendez compte de l'avantage concurrentiel que vous avez, c'est-à-dire que vous savez traiter des sols dégradés et pollués, et en même temps, vous êtes sur l'optimisation racinaire de n'importe quel type de plante. Ça va des salades jusqu'aux forêts. Voilà. Et donc, j'invite les gens à aller voir ces magnifiques vidéos sur YouTube. Donc, Solicase, voilà. SOLICAZ. Voilà pour et ces grandes expérimentations. Et là, on est sur des milliers de kilomètres carrés de forêts qui sont remises à niveau et dont les sols, aujourd'hui, retrouvent une vie, alors qu'avant, ils étaient complètement pollués. Et voilà, la symbolique, la plus grande frontière de la France avec le Brésil, c'est avec l'Espagne. Vous voyez, son marché, on vous dirait oui, mais la profondeur de marché en Guyane, c'est pas terrible. Non, non. Le marché aujourd'hui des biostimulants, ça va être 6 milliards en 2027, 10% du marché aujourd'hui est en Brésil. Donc voilà une boîte française qui va aller attaquer un marché brésilien et qui va devenir leader, enfin qu'il est déjà. Et voilà comment on peut devenir leader européen en étant en Guyane. C'est ça qui est génial. À chaque fois, on renverse les échelles de valeur. On se dit quel est l'avantage concurrentiel de la France quand elle regarde bien. Et message aussi à tous les investisseurs, arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas de profondeur de marché en Outre-mer. Il y en a. Faites comme les Chinois, commencez à regarder les routes maritimes de la soie, commencez à regarder la French Belt, ce que ça pourrait être de magnifique. Voilà. Guadeloupe, l'agritech aussi, Ah oui, l'agritech, c'est fantastique. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IoT adapté à l'agriculture. Est-ce que vous savez que l'un des leaders dans le monde de l'agriculture adaptée en milieu zone tropicale, aujourd'hui, c'est un Guadeloupéen. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a bêta-testé son sujet en Guadeloupe. Si vous allez au Togo, les bornes qui équipent le ministère de l'Agriculture au Togo, ce sont des bornes Myditech. Et donc voilà comment, par les programmes de diaspora, mais aussi par la tech, parce qu'il n'y a qu'une personne qui est en milieu insulaire, en Outre-mer, pour imaginer une tech pareille, c'est-à-dire avoir des bornes météo et tout l'IoT qui est appliqué aux fermes aujourd'hui, va transposer ce sujet en Afrique de l'Ouest. Carton plein. Mais là, on est surtout les projets là, dont vous venez de nous parler. On parlera aussi de Smart Biotique dans un instant. Je parle hors réseau, j'en profite. On est sur des projets, en termes de valeur, là, certains en sont à leur début, mais on parle en dizaines de millions d'euros, ou on est déjà, on a des perspectives beaucoup plus importantes? Alors, pour la plupart des boîtes, on ne va pas se mentir, on est plutôt sur du post-amorçage. Donc là, on est sur des boîtes qui font entre 0,5 et 2 millions, 3 millions d'euros maximum. Voilà. Et au contraire, nous, le pari qu'on fait, et je pense qu'il sera gagnant, c'est de se dire, en temps normal, ces boîtes, si on s'y était pas intéressé, elles seraient mortes dans 5-6 ans. Pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais parce que par manque de cash pour se développer assez rapidement, soit elles auraient revendu. L'innovation aurait été pompée par quelqu'un. Exactement. Et donc là, le pari qu'on est en train de faire, c'est de se dire, nous, on va essayer de pousser sur les profondeurs de marché qu'on a identifiées. Et ces boîtes-là, que les investisseurs, que les fonds d'investissement classiques n'auraient pas regardé, nous, on va en faire un avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel technique dont je vous ai parlé, pour nous, ça va être un avantage demain concurrentiel pour les investisseurs. Vous disiez tout à l'heure ramener des talents, des compétences vers ces territoires, soit des jeunes qui sont partis de cette génération, soit d'une génération d'avant. Mais est-ce qu'on manque peut-être aussi un peu sur place de
de centres de formation un peu plus poussés qui vont plus loin que le lycée? Alors, il y en a déjà beaucoup. Il y en a, mais est-ce que c'est... Il y en a beaucoup. L'université des Antilles-Guyane est très bien placée dans certains secteurs. Est-ce que dans ces domaines-là, ils sont justement... Vous avez des domaines de pointe. Si je prends la 3D aujourd'hui, vous avez des boîtes comme Parallèle 14 qui ont monté leur propre programme de formation. Donc des anciens qui ont été sur des super productions hollywoodiennes, qui sont revenus sur les Antilles pour former et mettre en place leur programme de formation pour une nouvelle génération. Donc il faut les deux. Il faut à la fois de l'infrastructure et des nouveaux programmes, et il y en a pléthore. Et il faut aussi des entreprises innovantes qui acceptent de venir au pays, qui acceptent d'investir au pays, parce que c'est pas en faisant pousser des caddies à Carrefour qu'on va faire revenir une jeunesse diplômée et innovante. Donc il faut aussi donner de l'espoir, une vision. Et donc, il faut les deux. Et on a une jeunesse très performante et formée en Outre-mer, contrairement à ce qu'on pense. Voilà, le problème, c'est que fait-on de tous ces gens jeunes, très formés au chômage? On pense que modestement, à travers ces formations innovantes, à travers ces entreprises innovantes, je reviens de La Réunion sur le French Tech Connect qui a été absolument magnifique. Il y a des projets innovants absolument incroyables. C'est ces jeunes-là qui vont facturer depuis les Outre-mer, mais parce que leurs clients sont dans le monde entier. Voilà. Elles vont pouvoir continuer et embaucher local. Xavier ? Non, mais c'est ça l'idée forte, si vous voulez. Et donc, je les ai vus progressivement. On a discuté entre nous et on les a vus comprendre que finalement, le monde entier était peut-être plus facilement accessible à partir de l'outre-mer que d'à partir de revenir vers Paris. Et puis de vous voyez, ce que dit Daniel est vachement important. Les gens sont très, très doués localement. Il ne faut pas confondre, si vous voulez, l'instruction et l'intelligence. Les gens sont super intelligents. Ils ne sont pas toujours instruits. Et il faut à la fois de l'instruction, mais comme dit Daniel, il faut aussi des sociétés. Et c'est là où le capitalisme est très important, parce que c'est lui qui va motiver l'entreprise pour investir. Donc il faut vraiment mettre toute l'énergie. Mais ce que je trouve passionnant, c'est que Daniel, il est capable il a trouvé les projets. Donc c'est une source de projets. Et il y a des... Pour la BPI... C'est en arrivant avec les projets qu'on réussit à attirer les... Et ben voilà. C'est pas juste à dire venez chez nous, regardez... il faut le projet pour attirer. Non, il faut vraiment les projets. Nous, on est arrivé à Station F, on y a implémenté le seul programme afro-caribéen dès 2017. On a mis en place Innovation Outre-mer qui est devenue... On a créé la plus grosse battle de start-up ultramarine et aujourd'hui afro-caribéenne parce que c'est Outre-mer et Afrique. Donc chaque année, on a entre 200 et 250 projets qu'on liste, qui nous viennent de toutes les technopoles, qui nous viennent de tous les incubateurs. Et la BPI est venue, Daniel. La BPI, finalement, est venue. La BPI était le premier partenaire. Un dernier projet, justement, Smart Biotics. Oui, Smart Biotics, voilà, un projet très intéressant, porté par un médecin urgentiste qui travaillait avant en Asie. Il arrive en Martinique, il trouve qu'il y a un taux de mortalité sur les mêmes posologies de médicaments qu'il a connus dans l'Hexagone ou ici. Il se dit il y a un problème. Et voilà quelqu'un qui réfléchit sur l'antibiorésistance. Donc le problème de l'antibiorésistance est un sujet mondial avec une énorme profondeur de marché. Et aujourd'hui, voilà quelqu'un qui, depuis la Martinique, s'arrête en Martinique, arrive à avoir des clients au Canada, aux États-Unis, à Londres et bien sûr dans l'Hexagone. Et il va continuer à se développer. Et notre pari, ça a été de se dire il faut qu'on investisse maintenant parce que demain, il sera trop tard. Et je fais la boucle avec la cohérence. C'est grâce à M. Fontanet. On parlait de Tremplin Capital tout à l'heure. Tremplin Capital, avec mes deux directrices associées, parce que c'est le seul microfonds en France dirigé par des femmes, je fais cette petite précision. Aujourd'hui, ce sont des family office françaises dont beaucoup sont à l'étranger. Je parle de M. de Carbonel, si je peux le citer, bien sûr, qui vit en Asie. Qui, eux, nativement, comprennent ce que c'est d'être français avec une vision à l'international. Oui, il est français. Et comment on fait pour il vit en Indonésie et il investit là. Mais il a été séduit. Parce que il a vu partout. Et donc, il a été séduit par tout ce que faisait Daniel. Alors, vous voyez, le système, il est génial. On ne parle pas d'ailleurs assez des expats. Il y a une puissance de frappe énorme en France. On n'en parle pas. Mais voilà, c'est le système. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une plateforme mondiale. Vous voyez ? Ça, c'est ce qui m'a le plus enthousiasmé dans toutes nos histoires. En tout cas, puis ce qui est bien, c'est d'être venu justement avec ces projets pour nous en parler. Merci Daniel Hierceau. Je rappelle, vous êtes président d'Outre-mer Network, et puis voilà, autour de toutes ces technologies. Et puis je le rappelle, vous êtes aussi directeur associé de Tremplin Capital pour accompagner justement ces jeunes entrepreneurs originaires d'Outre-mer, originaires de quartiers prioritaires pour se dire, l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Et j'aime beaucoup aussi ne pas mélanger instruction et intelligence. Il y a des gens instruits bêtes
Et puis des gens très intelligents. Oui, et puis l'innovation aussi au cœur de tout ça. Sortons un peu de cette image de l'agriculture, la pèche, le tourisme. Non, il y a beaucoup de sujets, vous l'avez dit. Et construisons des ponts. Construisons des ponts. Merci à tous les deux. Merci Xavier Fontaine de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle session BFM Stratégie. À très bientôt pour un nouvel épisode de BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.